Et si nous vous disions que les tiares royales les plus célèbres, des trésors britanniques aux monarchies modernes du Moyen-Orient, partagent un secret qui ne réside ni dans des malédictions, ni dans des pierres égarées, mais dans le nom de leur créateur, Boucheron. Lorsque la princesse Eugénie s'avançait vers l'autel, coiffée d'un étincelant kokochnik d'émeraude, ou lorsque la reine Camilla apparaissait parée de la légendaire tiare nid d'abeille, le monde s'émerveillait devant l'éclat des diamants. Mais rares étaient ceux qui réalisaient que derrière chacun de ces chefs-d'œuvre se cachait une même philosophie, née à Paris il y a plus d'un siècle et demi. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage à travers l'héritage de cette illustre maison et tentons de percer ce mystère. Qu'est-ce qui constitue ce code Boucheron si unique, capable de transmuer le métal précieux en légende immortelle? Tout a commencé en 1858, au cœur de Paris, alors en pleine Renaissance. L'époque du Second Empire, celle du baron Haussmann, transformant les ruelles médiévales en boulevards scintillants, celle des bals fastueux au palais des Tuileries et du faste étourdissant d'une nouvelle aristocratie, faite d'argent et de pouvoir. L'air était imprégné d'un parfum de luxe et d'opportunités grandioses. C'est dans cette atmosphère, au sein des galeries du Palais Royal, épicentre de l'élégance parisienne, qu'un jeune joaillier ambitieux, du nom de Frédéric Boucheron, ouvrit sa première boutique. Boucheron n'était pas un simple artisan. Il était un artiste et un visionnaire. À une époque où l'art joaillier penchait vers une symétrie rigoureuse et une pompe ostentatoire, il proposa quelque chose de radicalement différent. Sa philosophie ne consistait pas seulement à sertir les pierres précieuses, mais à les libérer, à les faire respirer et vivre. Il était obsédé par la lumière, étudiant son jeu dans les facettes des diamants pendant des heures, afin de comprendre comment créer un bijou qui ne serait pas un trésor mort dans un écrin, mais une part vivante et vibrante de celle qui le porte. Contrairement à nombre de ses contemporains, Frédéric Boucheron n'avait pas peur d'expérimenter. Il associait les diamants au cristal de roche, utilisait l'émail et des matériaux exotiques, puisant son inspiration non pas dans les blasons et les couronnes, mais dans la nature elle-même, dans la courbe d'un serpent, dans la goutte de rosée sur un pétale, dans la fragilité d'une plume de paon. Il avait saisi ce que la nouvelle élite désirait, non pas une simple démonstration de richesse, mais de la sophistication, de l'individualité et de l'art. La clientèle de la maison ne tarda pas à inclure non seulement les représentants de la vieille noblesse européenne, mais aussi les figures les plus influentes de l'époque. Grands-ducs russes, maharajas indiens et millionnaires américains dont les filles épousaient des aristocrates du vieux continent. Ils venaient chez Boucheron non pas pour une tiare, mais pour une légende. Ils ne demandaient pas un simple ornement pour un couronnement ou un mariage, mais un chef-d'œuvre qui reflèterait leur caractère et leurs ambitions. C'est cette intention originelle de créer non pas des symboles de pouvoir, mais de la poésie en métal et en pierre, qui est devenue le fondement sur lequel l'empire Boucheron s'est épanoui. Chaque tiare façonnée dans ses ateliers n'était pas qu'une simple coiffe. C'était un manifeste, l'incarnation de l'esprit du temps et d'une histoire personnelle, figée dans les diamants et le platine. Pour comprendre la magie des tiares Boucheron, il faut oublier le simple décompte des carats et des titres de métal. Leur anatomie est celle d'un miracle, où chaque détail est subordonné à un seul but, capturer et dompter la lumière. Au lieu de concevoir des montures massives et monumentales, les joailliers de la maison furent parmi les premiers à miser sur le platine. Ce métal, plus résistant et plus léger que l'argent, permettait de créer des sertissages presque invisibles, donnant l'impression que les diamants flottaient dans l'air, assemblés en une seule constellation par une force invisible. Osons un coup d'œil dans l'atelier. Imaginez une branche de diamant dont chaque feuille est fixée sur un minuscule ressort invisible. Au moindre mouvement de celle qui la porte, ces éléments se mettent à frémir, à trembler, parsemant autour d'eux des myriades d'étincelles lumineuses. Cette technique,
connue sous le nom de « en tremblant », a été portée à la perfection par les maîtres bûcherons. La tiare cessait d'être un objet statique. Elle s'animait, respirait avec la femme, réagissant à son rire, au mouvement de sa tête, la transformant en une incarnation vivante de la lumière. Mais la forme était tout aussi cruciale que la technique. Tandis que d'autres maisons puisaient leur inspiration dans l'héraldique et la géométrie rigide, Frédéric Bûcheron et ses successeurs se sont tournés vers la nature, non pour la copier, mais pour la traduire dans le langage de la joaillerie. Ils ne créaient pas simplement une fleur, ils en transmettaient la fragilité. Ils ne représentaient pas un serpent, ils en recréaient la plasticité hypnotique. Observez la tiare inspirée de la gravure, la grande vague de Kanagawa. Ce n'est pas qu'une vague de diamants et de saphirs. C'est un instant de puissance élémentaire figé dans l'éternité, le chaos et l'harmonie capturée dans le métal. Une autre caractéristique géniale de l'anatomie Bûcheron, la transformation. Beaucoup de leurs tiares étaient conçus pour être portés également en collier, et certains éléments pouvaient être détachés pour devenir des broches ou des boucles d'oreilles. Ce n'était pas qu'une prouesse technique, mais une compréhension profonde de la vie de leurs clientes. Un même bijou pouvait briller lors d'une réception officielle sous la forme d'une tiare majestueuse, et le lendemain ornait le décolleté d'une robe sous l'apparence d'un élégant collier. C'était le summum du luxe, le luxe du choix et de la polyvalence. Les matériaux étaient aussi un terrain d'expérimentation audacieuse. Certes, les diamants de taille ancienne européenne, offrant une lumière douce et chaude, étaient leurs favoris. Mais ils n'hésitaient pas à les associer au cristal de roche pour créer une illusion de glace, ou à utiliser de l'or noirci, comme dans la tiare de la reine Rania, pour que les émeraudes, sur ce fond, scintillent avec encore plus d'éclat, tels des feux mystiques dans un jardin nocturne. Toucher une telle tiare, c'est ressentir non seulement son poids, qui, grâce au génie de l'ingénierie, était toujours parfaitement équilibré. C'est sentir la fraîcheur du platine, la vibration à peine perceptible des éléments mobiles, et comprendre que vous ne tenez pas seulement une somme de pierres précieuses entre vos mains. Entre vos mains, il y a un rêve, incarné avec une précision mathématique et une inspiration poétique. Imaginez une salle de bal londonienne au tournant des 19e et 20e siècles. L'air bruisse de conversations feutrées et du froufrou des robes de soie. La vieille aristocratie européenne, avec ses titres séculaires et ses bijoux de famille, observe avec une curiosité mal dissimulée et une pointe de snobisme l'apparition d'un nouveau phénomène, les princesses du dollar. De jeunes héritières américaines aux fortunes colossales, épousant des aristocrates européens désargentés mais titrés. Et là, les portes s'ouvrent et elle entre, Consuelo Vanderbilt, la nouvelle duchesse de Marlborough. Ce soir-là, elle portait bien plus qu'une simple robe signée du meilleur couturier parisien. Sa tête était couronnée d'une tiare Bûcheron. Et ce n'était pas qu'un simple accessoire, c'était un manifeste. Tandis que les autres dames arboraient des diadèmes lourds, transmis de génération en génération, la tiare de Consuelo était l'incarnation de la lumière et de la modernité. Créée à partir de diamants de taille ancienne, elle était sertie dans une monture en platine presque invisible, qui donnait l'illusion qu'une constellation d'étoiles flottait en apesanteur au-dessus de sa coiffure. Ce n'était pas une couronne écrasant par son poids et son histoire. C'était un éclat de lumière, le symbole d'une ère nouvelle. À l'instant où la lumière de centaines de bougies se refléta dans les facettes de sa tiare, le bijou, de simple objet, se mua en légende. Il devint l'accord final de son allure, la confirmation visuelle de son nouveau statut. Cette tiare ne clamait pas la fortune des Vanderbilt, elle proclamait élégamment leur fusion avec les 1000 années d'histoire des ducs de Marlborough. Elle était à la fois un défi et une preuve irréprochable de goût. L'onde de choc qui traversa la salle fut assourdissante.
Les regards, empreints d'admiration, se mêlaient à des pointes d'envie. On chuchotait sur l'audace, la magnificence, la somme qui avait dû être déboursée. Le lendemain, les journaux ne parlaient pas tant du bal lui-même que de la tiare éblouissante de la jeune duchesse. En un clin d'œil, Consuelo devint une icône de style, et Boucheron confirma son statut de maison de joaillerie capable non seulement de suivre les traditions, mais de les créer. Ce début marqua un tournant décisif. Il démontra au monde entier que la tiare Boucheron n'était pas une relique du passé, mais un instrument d'une puissance formidable pour le présent. C'était une manière de s'affirmer sans prononcer un seul mot. À partir de ce moment, le nom de Boucheron devint synonyme non seulement de luxe, mais d'une élégance intellectuelle, moderne et audacieuse, capable de conquérir aussi bien le vieux continent que le nouveau monde. Si chaque grand joyau connaît son âge d'or, celui de la tiare nid d'abeille débuta en 1942. Ce fut alors, après le décès de sa première propriétaire, la légendaire mondaine Margaret Greville, que fut ouverte sa cassette de bijoux, un véritable trésor légué à une amie proche, la reine Élisabeth, future reine-mère. Parmi l'éclat des émeraudes, des saphirs et des rubis se trouvait celle-ci, la tiare créée par la maison Boucheron en 1919, dont la structure géométrique, évoquant un nid d'abeilles, était avant-gardiste et audacieuse pour l'époque. Entre les mains de la reine Élisabeth, la tiare ne fit pas qu'acquérir une nouvelle propriétaire, elle trouva son âme. Pour la femme devenue le symbole de l'esprit inébranlable d'une nation durant la Seconde Guerre mondiale, ce bijou se révéla parfait. Sa structure nette mais gracieuse reflétait son propre caractère, fort mais empreint d'élégance. La tiare ne ressemblait pas aux vieilles reliques des Windsor, chargées d'histoire. Elle était moderne, élégante et dotée d'un design architectural unique, parfaitement adapté au style du milieu du XXe siècle. C'est la reine-mère qui fit de la tiare nid d'abeille sa carte de visite. Pendant des décennies, elle fut sa compagne indéfectible lors des événements d'État les plus importants, des banquets et des portraits officiels. Lorsque les Britanniques et le monde entier observaient la reine douairière souriante, leur regard était invariablement captivé par cette structure scintillante de diamants. Elle devint une partie aussi intrinsèque de son image que son collier de perles ou ses célèbres chapeaux. La tiare n'était pas un simple ornement. Elle était le prolongement de sa personnalité, un symbole de stabilité, d'ordre et d'un optimisme inépuisable. L'amour de la reine-mère pour cette création de Boucheron était si profond qu'elle décida même de la perfectionner. En 1953, elle demanda au joaillier de quartier d'ajouter à la bordure supérieure de la tiare 3 pampilles de diamants, qui faisaient initialement partie d'un autre bijou. Cette touche conféra à la tiare une majesté et une plénitude accrue, consolidant définitivement son statut comme l'un des joyaux les plus reconnaissables au monde. Elle la portait avec une dignité inaltérable, que ce soit lors de rencontres avec des dirigeants mondiaux ou pour une célébration familiale. Pour plusieurs générations, la tiare nid d'abeille n'était pas qu'un joyau issu du trésor royal. Elle était le symbole de la reine-mère, le symbole de toute une époque de l'histoire britannique. Et quand, aujourd'hui, nous voyons cette tiare sur la reine Camilla, nous ne pouvons nous empêcher de nous souvenir de celle qui l'a rendue immortelle. C'est entre ses mains que cette magnifique création de Boucheron connut son âge d'or le plus éclatant, son véritable âge d'or. Cependant, derrière la façade éblouissante de chaque grande maison de joaillerie se cache un revers, sa propre collection d'histoires que l'on ne raconte pas lors des réceptions officielles. Et l'héritage de Boucheron ne fait pas exception. L'éclat de leur tiare ne faisait parfois que mettre plus vivement en lumière les drames humains, les ambitions et même les tragédies qui se déroulaient dans leur ombre. Ici, point d'histoire de pierre maudite, mais quelque chose de plus réel et de plus effrayant. La vérité sur le prix parfois payé pour le droit de porter ces chefs-d'œuvre. Prenons par exemple la provenance des 2 tiares les plus célèbres de la couronne britannique, le nid d'abeille et le kokoschnik émeraude.
Leur propriétaire, Margaret Greville, était, en son temps, une figure controversée. Fille illégitime d'un magnat de la bière, elle hérita d'une fortune colossale et consacra toute sa vie à s'imposer dans la haute société aristocratique, laquelle, en coulisses, se moquait de ses origines. Sa collection de bijoux était son arme, son bélier, avec lequel elle forçait les portes des salons les plus exclusifs de Londres. Le legs de toute sa collection à la reine Élisabeth fut son dernier coup de maître, un acte qui l'inscrivit à jamais, elle, la roturière, dans l'histoire de la monarchie britannique, faisant taire tous ceux qui chuchotaient derrière son dos. N'oublions pas l'éblouissante entrée en scène de Consuelo Vanderbilt. Son diadème signé Boucheron, s'il symbolisait le triomphe, n'en était pas moins le signe d'une cage dorée. Son mariage avec le duc de Marlborough ne fut pas une union d'amour, mais un froid arrangement. Ses millions américains contre son titre britannique. Le mariage s'avéra profondément malheureux et le diadème, scintillant lors de toutes les réceptions officielles, devint pour Consuelo le rappel constant de la liberté personnelle qu'elle avait troquée contre une couronne ducale. Derrière l'éclat des diamants se cachait le drame silencieux de l'une des femmes les plus riches, mais aussi les plus solitaires de son époque. Et que dire de ces innombrables chefs-d'œuvre de Boucheron, créés pour les grandes duchesses russes qui ont survécu à l'effondrement d'un empire tout entier. Après la Révolution de 1917, ces diadèmes et colliers, jadis symboles d'un pouvoir absolu, devinrent le seul moyen de survie. Ils furent exfiltrés clandestinement d'un pays en proie au chaos, cousus dans les doublures de manteaux et les corsets, puis revendus à vil prix dans les boutiques d'antiquaires de Paris et de Londres, afin d'assurer de quoi manger et un toit. Chaque parure qui refait surface aujourd'hui lors des ventes aux enchères est un témoin silencieux non seulement de la splendeur passée, mais aussi de la plus grande des tragédies, un fragment d'un monde englouti. Ainsi, en contemplant ces créations impeccables, il convient de se souvenir. Elles furent les témoins muets, non seulement des bals et des couronnements. Elles ont vu les larmes secrètes, entendu les chuchotis désespérés et conservent dans la froideur de leur métal les échos des plus tumultueuses passions humaines. Les grandes joailleries ne meurent jamais. Elles s'assoupissent simplement, parfois pour des décennies entières, dissimulées aux regards indiscrets dans des coffres bancaires ou des caveaux familiaux. Mais chaque ère d'oubli s'achève inéluctablement, et le moment du réveil est souvent aussi dramatique que la naissance même du chef-d'œuvre. Tel fut précisément le destin de la magnifique tiare collier de style Art déco créée par la maison Boucheron en 1935 pour Madame Anne Norman, une figure éminente de la haute société britannique. Cette parure fut le chant du cygne d'un monde en voie de disparition. Conçue au milieu des années 30, alors que les nuages d'une guerre imminente s'amoncelaient déjà sur l'Europe, elle incarnait le dernier bastion d'un luxe serein. Ses lignes pures, sa précision géométrique et l'éclat éblouissant de ses diamants étaient le symbole d'une ère qui allait bientôt sombrer dans l'oubli. Après avoir brillé un court instant lors des réceptions mondaines, la tiare disparut de la scène publique pour de longues années. Elle devint une relique familiale, témoin muet du passage des générations, son histoire transmise uniquement dans le cercle restreint des héritiers. Pour le monde des collectionneurs et des historiens, elle se transforma en légende, connue seulement à travers des photographies d'archives. Et puis, près de 90 ans plus tard, le silence fut rompu. En 2022, la maison de vente aux enchères Christie's annonça la prochaine vente du diadème de Madame Norman. Cette nouvelle eut l'effet d'une bombe. Des collectionneurs du monde entier, des musées et de simples amateurs d'art retinrent leur souffle. Enfin se présentait la chance non seulement d'admirer, mais aussi de s'approprier un fragment de cette époque magnifique, à jamais révolue. Les expositions préalables à la vente attiraient les foules, et les experts rivalisaient de louanges pour l'état impeccable et le design exceptionnel de la parure. L'engouement fut colossal.
Le jour même de l'enchère marqua l'apogée de ce drame des adieux. Un silence tendu régnait dans la salle, seulement troublé par les clics secs des enchères téléphoniques et la voix posée du commissaire-priseur. Chaque nouvelle offre, faisant grimper le prix de centaines de milliers de dollars, était un pas vers l'inéluctable dénouement. Il ne s'agissait pas seulement d'une vente pour un objet de luxe, c'était une bataille pour le droit de devenir le nouveau gardien d'une part d'histoire. Et puis, le coup de marteau final. Adjugé. À cet instant précis, un chapitre entier de l'histoire de la famille Norman se refermait, tandis qu'une nouvelle page, encore vierge, s'ouvrait pour la tiare. Elle disparut de nouveau des regards du public, passant entre les mains d'un collectionneur inconnu, ne laissant derrière elle qu'un sillage d'admiration et une douce mélancolie de la séparation. Pendant des décennies, il fut un fantôme, une légende dont seuls les plus fervents connaisseurs des joyaux royaux chuchotaient le nom. Le Kokoshnik Emerald Greville. Tous savaient qu'il existait, qu'il faisait partie d'un héritage incroyable légué à la couronne. On connaissait son design audacieux de style Art déco et bien sûr son cabochon d'émeraude central, pesant près de 94 carats, une pierre aux dimensions et à la pureté presque mythique. Mais personne ne l'avait vu. Il reposait dans les coffres de Buckingham Palace, tel un dragon endormi, attendant son heure. Et puis vint le 12 octobre 2018. La chapelle Saint-Georges de Windsor, le mariage royal de la princesse Eugénie. Des millions de regards à travers le monde étaient rivés sur les écrans. Et à l'instant où la mariée sortit de sa voiture, un soupir collectif, se transformant en un murmure d'enthousiasme, parcourut la communauté des passionnés de joaillerie. Sur la tête de la princesse brillait le légendaire Kokoshnik émeraude de Boucheron. Ce n'était pas un simple retour. C'était une sensation, un triomphe, une résurrection des limbes. En un instant, le diadème cessa d'être un simple artefact issu du testament de Margaret Greville. Il acquit une nouvelle interprétation. Si dans les années 20 du siècle dernier, il était une affirmation audacieuse de la richesse et du statut de sa première propriétaire, il est désormais, au XXIe siècle, devenu un symbole de continuité et d'histoire familiale. Le choix de la princesse Eugénie fut génial. En renonçant au voile traditionnel, elle fit de la tiare l'élément central de son allure, permettant au monde d'admirer sous toutes ses facettes ce chef-d'œuvre longtemps disparu. Les feux verts des émeraudes s'harmonisaient parfaitement avec ses cheveux roux et la couleur de ses yeux, créant une image qui devint instantanément iconique. Le monde entier fut en émoi. Le lendemain, toutes les revues de mode et les portails d'information affichaient des gros plans du Kokoshnik en première page. Les experts analysaient sa structure, son histoire, l'origine de ses pierres. Le nom de Boucheron résonnait à nouveau dans le contexte de l'un des événements les plus marquants de l'année. Cette unique apparition publique fit plus pour la réputation du diadème que des décennies d'exposition n'auraient pu faire. Elle lui insuffla une nouvelle vie, lui donna une nouvelle histoire, indissolublement liée à l'un des jours les plus heureux de la vie d'une jeune princesse. Ainsi eut lieu la seconde naissance du Kokoshnik. Sa valeur, déjà colossale, s'envola vers les cieux. Mais il ne s'agissait plus d'une évaluation financière. Ce jour-là, le Kokoshnik Emerald Greville passa définitivement du rang d'objet précieux à celui d'icône culturelle inestimable. Il fit un retour triomphal sur la scène mondiale pour prendre sa juste place dans le panthéon des plus grandes créations joaillières de tous les temps. Alors, où résident aujourd'hui ces légendes? Le destin des créations. Boucheron les plus célèbres dont nous avons parlé est indissociablement lié à l'un des trésors les mieux gardés du monde, la collection de la couronne britannique. La tiare nid d'abeille et le Kokoshnik Emerald Greville font aujourd'hui partie de cette collection inestimable. Elles n'appartiennent plus à une seule personne, même si cette personne est un monarque. Elles appartiennent à l'histoire et à la nation.
D'autres joyaux emblématiques, comme le diadème de la reine Rania de Jordanie, restent en usage actif, continuant d'écrire leur histoire aux yeux du monde entier, mais déjà dans le contexte de symboles nationaux. Leur statut a radicalement changé. D'accessoires raffinés qu'une reine ou une princesse pouvait choisir selon son humeur, elles se sont transformées en artefacts historiques, dont l'apparition publique est un événement minutieusement planifié, porteur d'un sens symbolique profond. Elles ne se contentent plus d'embellir, elles représentent, elles transmettent la continuité du pouvoir, l'immuabilité des traditions et l'héritage culturel de tout un pays. Lorsque la reine Camilla porte la tiare nid d'abeille, elle ne rend pas seulement hommage à la reine-mère, elle démontre le lien indissoluble entre les générations de la monarchie britannique. Comment estimer ce qui n'a pas de prix? Évoquer la valeur de tels objets en millions de dollars, c'est en simplifier la quintessence. Leur valeur se compose de plusieurs strates. La première, matérielle. Le poids du platine, la pureté et le nombre de carats des diamants. Le caractère unique de l'émeraude centrale de 93,7 carats. La deuxième strate, c'est le nom du créateur, la réputation impeccable et le savoir-faire de la maison Boucheron. Mais la strate principale, décisive, c'est la provenance, l'histoire de la possession. Le fait que ces diadèmes aient orné les têtes de figures emblématiques des 20 et 21e siècles les rend absolument inestimables et invendables. Mais le trésor de Windsor n'est qu'une des adresses. D'autres chefs-d'œuvre de Boucheron mènent une vie plus discrète. Certains, comme le diadème collier de Madame Norman, se trouvent dans des collections privées anonymes, ne réapparaissant que dans les pages des catalogues de vente aux enchères. D'autres occupent des places d'honneur dans des expositions muséales, comme par exemple au Musée des Arts décoratifs de Paris, où ils se présentent à nous non plus comme de simples parures, mais comme des exemples de l'art majeur de leur époque. Indépendamment de leur emplacement actuel, une chose les unit. Ils sont devenus ce qu'ils étaient destinés à être dès le début, des gardiens de l'éternité. Alors, quel est donc ce code unique de Boucheron qui transforme le métal précieux en légende immortelle? Maintenant, ayant parcouru tout le chemin des ateliers parisiens aux trésors royaux, nous pouvons lui apporter une réponse définitive. Ce code n'est pas une formule unique, mais la fusion harmonieuse de trois éléments, une ingénierie audacieuse, une vision poétique et une compréhension profonde de l'âme humaine. Le génie ingénieux de Boucheron a conféré à leur création légèreté et vie, faisant voler les diamants dans l'air et frémir à chaque mouvement. Leur vision poétique puisait son inspiration non pas dans les blasons et les insignes, mais dans la courbure d'une vague, la fragilité du lierre, la symétrie des rayons de miel, créant la poésie de la nature plutôt que la prose du pouvoir. Mais le secret principal de leur immortalité réside dans leur capacité étonnante à créer des bijoux qui ne devenaient pas seulement un complément, mais un miroir de leur propriétaire. Nous le voyons dans chaque histoire racontée. Elles sont les ambitions de Margaret Greville, coulées dans le platine. C'est le drame silencieux de Consuelo Vanderbilt, chiffré dans le motif de diamant. C'est l'esprit inflexible de la reine-mère, figé dans la géométrie des alvéoles, et le conte de fées moderne de la princesse Eugénie, qui a trouvé une fin heureuse dans l'éclat des émeraudes. Chaque diadème a absorbé les émotions, les espoirs et les destins de ceux qui l'ont porté, devenant un chroniqueur muet, mais éloquent de leur vie. C'est pourquoi, en regardant ces chefs-d'œuvre aujourd'hui, nous voyons bien plus que de simples bijoux. Nous voyons l'incarnation physique des passions humaines, de la puissance, de l'amour et des pertes. Ce n'est pas seulement une collection de pierres et de métal, c'est un archivage de grandes histoires, où chaque diamant est une larme figée ou un éclair de joie, et chaque courbe de platine, la trace laissée par la main de l'histoire. Le métal peut ternir, et la mode changer. Mais les histoires, racontées dans le langage des diamants, sont éternelles, parce qu'un véritable chef-d'œuvre ne se contente pas de refléter la lumière. Il reflète la vie elle-même, et dans ce reflet, il trouve l'immortalité.